Toutes les personnes qui ont vécu le bull run de 2021 peuvent en témoigner. Il y a eu des tendances assez exceptionnelles au sein du marché des cryptos. Il y a eu d'abord l'explosion de la finance décentralisée, la bulle des NFT, l'émergence des Ethereum killers, la frénésie autour de la Binance Smart Chain, mais également les meme coins et j'en passe. Bref, que des tendances pour lesquelles le marché s'est littéralement emballé pendant un certain temps. Et jusqu'à aujourd'hui, le marché des cryptos a toujours fonctionné de manière assez cyclique, avec des courtes périodes haussières fulgurantes suivies de longues périodes baissières très moroses, ce qu'on appelle évidemment les bull run et les bear market. Mais au sein de ces cycles, il y a aussi des sous-tendances qui se dessinent, dont l'échelle de temps est beaucoup plus petite et que l'on appelle également des narratives. Et lorsqu'on est investisseur sur le marché des cryptos, il est souvent intéressant de se pencher sur ces narratives et d'essayer de s'y exposer, de les anticiper au mieux et pour profiter évidemment de leur performance. Alors voilà, au cours de cette vidéo, je vais vous proposer tout simplement qu'on se projette ensemble sur l'année 2024 et sur les 5 tendances qui, selon moi bien entendu, pourraient animer l'industrie des cryptos. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite déjà à vous abonner et à mettre un like à la vidéo pour nous soutenir. Ensuite, un petit disclaimer qui est quand même important, ce sont 5 tendances dont beaucoup de monde parle sur les réseaux sociaux et évidemment, je vous en parle à titre indicatif. Je ne vous invite pas à utiliser mon contenu pour guider vos investissements. D'ailleurs, autre point, je vais donc aborder 5 tendances différentes. Elles ne sont pas classées dans l'ordre des plus intéressantes aux moins intéressantes ou des plus importantes, peu importe. Même si parfois, évidemment, vous le verrez, je donnerai un avis assez personnel. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de me dire dans les commentaires la tendance qui vous intéresse le plus. Et on fera une vidéo complète dédiée à ce sujet, à celle qui réunira le plus de commentaires de votre part. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On regardera avec attention vos réponses. Allez, assez parlé, on démarre avec la première tendance à suivre pour cette année 2024. Et elle concerne Bitcoin. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il me parle de Bitcoin alors que c'est déjà la première crypto la plus capitalisée du marché. Bon. Pas d'inquiétude, vous allez voir, c'est une vraie tendance tout à fait sérieuse et qui intéresse énormément de monde depuis quelques mois déjà. En effet, en 2023, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel dans l'écosystème de Bitcoin. C'est l'arrivée du protocole Ordinals. Alors, vous le connaissez déjà si vous suivez nos vidéos sur Cryptos, puisque on vous a fait une présentation complète de son fonctionnement, ainsi qu'une autre vidéo, une vidéo tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment interagir avec tout ce qui se construit sur Ordinals. N'hésitez pas à aller les voir, hein, les liens sont dans la description ou au coin de l'écran. Pour résumer rapidement, Ordinals, c'est un protocole qui est né au début d'année 2023 et qui permet d'inscrire des données de manière immuable et permanente dans les transactions qui se font sur Bitcoin et donc, in fine, dans la blockchain Bitcoin. Alors évidemment, ça a donné naissance à tout un tas de cas d'usage, hein, notamment les Digital Artifacts, qui sont en fait des sortes de NFT améliorés, mais aussi les BRC20 qui sont des tokens sur Bitcoin et dont le plus célèbre est Ordi qui est listé sur des grandes plateformes d'échange de crypto. Ce qui s'est passé avec Ordinals, c'est que l'écosystème s'est rendu compte que Bitcoin n'est finalement pas que pour les maximalistes ou les anciens de la crypto, mais qui peut aussi accueillir des gens ou des fans de NFT, à tel point qu'en quelques mois, les digital artefacts de Bitcoin ont réussi à parfois dépasser les NFT de Ethereum ou de Solana en termes de volume de transactions, ce qui est quand même assez énorme. Donc, c'était un vrai mouvement, c'était pas simplement une tendance passagère. Et actuellement, il y a de nombreuses initiatives qui se construisent et qui permettraient de développer une sorte de finance décentralisée qui reposerait sur Ordinals, qu'on appelle la OrdFi, ou sur des layers 2 de Bitcoin qui seraient conçus à cet effet. De plus, il y a aussi des initiatives pour construire des bridges entre l'écosystème propulsé par Ordinals et toutes les autres blockchains que vous connaissez déjà, telles que Ethereum, Avalanche ou encore Solana par exemple. Alors sur le papier, cette tendance elle semble extrêmement intéressante dans le sens où Bitcoin, ça reste la première crypto-monnaie du marché, c'est la première blockchain du secteur et c'est surtout par Bitcoin que les gens découvrent le marché des cryptos. Et donc, tout ce qui se construit sur Bitcoin attire naturellement des gens et c'est tout à fait logique, vous pouvez vous en douter. Et c'est pour ça que, de mon point de vue en tout cas, et d'un point de vue uniquement spéculatif, toutes ces initiatives, elles pourraient vraisemblablement connaître un succès à court terme sur le marché. Alors maintenant, est-ce que c'est une tendance intéressante sur le long terme ? Eh bien, sur ce sujet, pour le moment, je suis un petit peu mitigé et je reste dans l'attente de voir si les défis techniques vont être relevés par les différents projets. En effet, je vous explique, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous donner mon avis et je ne suis pas là pour vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, donc je vais être tout à fait honnête. Mais c'est vrai que voilà, d'un point de vue technique, il y a des problématiques qui me semblent assez difficiles à surmonter dans l'état. Récemment, il y a eu le lancement d'un projet qui s'appelle Satoshi VM. C'est un exemple. Alors, si on met de côté le fait que le lancement a été complètement catastrophique, parce que le token a été très mal distribué et qu'il y a eu des affaires un petit peu sombres, mais si on regarde uniquement l'aspect technique,
L'idée, c'est de construire une solution de seconde couche de Bitcoin de type ZK Rollup. Sauf que ça, sur le papier, ça ne peut pas fonctionner. Bitcoin n'a pas été conçu pour ça. Et pour le moment, il n'y a rien de concret qui nous prouve que ça pourrait fonctionner. Et de même pour les bridges, je vais citer le plus important d'entre eux, Multibit Bridge et son token MUBI que vous connaissez peut-être. Le fonctionnement, il donne énormément de pouvoir à l'équipe du projet qui a la capacité d'imprimer autant de tokens qu'elle le veut des deux côtés finalement de ce bridge, ce qui est évidemment contre nature vis-à-vis de la finance décentralisée qui se construit ailleurs dans d'autres écosystèmes. Donc pour toutes ces raisons, j'émets pour le moment quelques réserves quant à l'avenir de ces différents projets. Mais voilà, ça concerne Bitcoin, la hype est là, on l'a vu avec Ordinals, et donc nécessairement, on ne peut pas faire un top 5 des tendances sans aborder celle-là, mais voilà, je reste mitigé. Au cours du précédent cycle haussier, le marché des cryptos a été marqué par quelques tendances plus ou moins prononcées, mais la plus significative à mon sens a été certainement la finance décentralisée. Alors il est évidemment possible que les applications de finance décentralisée connaissent un regain d'intérêt lors du prochain cycle haussier, mais il me semble qu'il y a d'autres secteurs qui ont plus de potentiel en 2024, et parmi ces secteurs-là, le plus attendu est certainement Depin. Alors si ça vous dit rien, c'est tout à fait normal puisque l'appellation Depin a été introduite pour la toute première fois dans le rapport Messari de l'année dernière. Et pourtant, le Depin, c'est un secteur qui est bien présent depuis plusieurs années dans le marché des cryptos et dans tout cet écosystème, et vous allez le voir quand je vais vous citer les principaux projets. En tout cas, petite parenthèse d'abord sur ce qu'est Depin, c'est l'acronyme de Decentralized Physical Infrastructure Network. Et comme son nom l'indique, l'idée, c'est tout simplement d'apporter une alternative décentralisée à tous les réseaux d'infrastructures physiques. Alors, qu'on parle de services de cloud ou de réseaux de stockage de données, l'un des soucis majeurs, c'est qu'il y a un monopole qui est exercé par les mastodontes centralisés. Et justement, l'une des principales caractéristiques du secteur des Depin, c'est le passage d'un modèle centralisé traditionnel à un modèle décentralisé. Et ça implique tout simplement la participation de tous les utilisateurs à l'échelle mondiale pour surmonter cette dépendance qu'on a à l'égard des grandes entités et de mettre en œuvre un modèle d'économie de partage où chacun pourrait apporter sa contribution. Donc voilà, finalement l'idée c'est que, comme je le disais, chacun apporte un tout petit peu de sa puissance de calcul ou de son espace de stockage pour contribuer à un réseau mondial décentralisé qui pourrait être ensuite utilisé par des entreprises par exemple qui ont besoin de ce genre de service. Alors pourquoi est-ce que c'est avantageux? Eh bien notamment parce que avec la blockchain, les coûts sont réduits, notamment par rapport à des secteurs où les mastodontes centralisés appliquent des prix complètement exorbitants parce qu'ils sont les seuls sur le marché. Quels sont les principaux projets qui s'inscrivent dans cette tendance Depin? Eh bien, il suffit de se rendre tout simplement sur CoinGecko ou CoinMarketCap dans l'onglet Depin et vous allez voir des projets comme Filecoin, Render, Helium, Akash ou encore Arweave qui sont un petit peu les représentants de cette tendance. Si vous voulez mon avis sur le sujet, la narrative Depin me semble ultra intéressante sur le papier. Puisque c'est vrai que se dire que tout le monde peut apporter une petite contribution pour créer un énorme réseau commun, ça paraît assez logique, même si c'est loin d'être tout nouveau, bien sûr, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Internet. En revanche, personnellement, mon seul questionnement, c'est est-ce que ça répond vraiment à un réel besoin tangible des utilisateurs de ces services traditionnels ? Est-ce que l'industrie, tout simplement, est prête à migrer vers des solutions décentralisées? Et en réalité, pour le moment, on n'en est pas vraiment sûr, dans le sens où les projets qui représentent le secteur Depin, ils sont présents depuis des années, vous l'avez vu avec ceux que j'ai cités, et ils n'ont pas encore vraiment réussi à se faire une place solide face aux concurrents centralisés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde Messari, il voit un avenir assez énorme pour le secteur Depin. Il parle de plus de 2 000 milliards de dollars d'ici 2028. Ça représente quand même une croissance potentielle d'un facteur de 150 pour le secteur. C'est la raison pour laquelle cette tendance a tout à fait cette place dans cette vidéo. Toute personne ayant été un minimum active au cours de l'année 2023 n'a certainement pas manqué les récents événements d'airdrop, et notamment celui de Celestia. Les utilisateurs qui avaient placé des tokens Atom en staking ont eu l'heureuse surprise de recevoir une allocation de tokens TIA en récompense d'une valeur d'environ 2 $ au lancement, à savoir le 1er novembre 2023, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'échange aujourd'hui pour environ 17 $, au moment où je tourne cette vidéo. Dans la foulée, les utilisateurs qui avaient déposé leur token TIA en staking, ils ont eu l'heureuse surprise d'être éligibles à une série de nombreux airdrops, Namada, Saga, Altlayer et plus récemment Dimension, et j'en oublie très certainement. Et autrement dit, la fin d'année 2023 a été rythmée par cette série d'airdrops qui récompensait les utilisateurs qui pratiquaient le staking. Alors je vous l'ai dit, en l'espace de 2 ou 3 mois seulement, le cours de TIA a complètement explosé. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse? Eh bien, à mon sens, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont anticipé une vague d'airdrop à destination des stakers de TIA sur Celestia. Et donc, évidemment, ils ont massivement acheté du TIA pour pouvoir le placer en staking tout au long de ces 2 derniers mois. Et ça, peu importe le prix auquel il était. Et pourquoi est-ce qu'ils n'en avaient rien à faire du prix?
Eh bien tout simplement parce qu'ils considéraient que les récompenses qu'ils pouvaient potentiellement obtenir avec les airdrops qui allaient arriver pouvaient dépasser la mise qu'ils avaient placée en staking. Donc finalement, ils risquaient un peu moins leur mise. Et c'est ce raisonnement-là qui a fait que même après une performance de x5 en un mois pour le TIA, il y avait toujours des investisseurs pour en acheter et pour aller le verrouiller en staking. Et donc à mon sens, l'année 2024 pourrait être marquée par une saison d'airdrop qui récompenserait les stakers de plusieurs crypto-monnaies différentes. Alors évidemment, les stakers de TIA sur Celestia, bien entendu, ça devrait continuer, mais aussi d'autres écosystèmes qui pourraient vouloir essayer de connaître la même réussite qu'a pu connaître Celestia grâce à ce mécanisme que je viens de vous expliquer. Et parmi les écosystèmes concernés, ceux dont on entend parler un peu sur les réseaux sociaux, il y a Celestia évidemment, Cosmos, Injective ou encore Peace Network. Prenons l'exemple de Peace Network. Il y a eu un airdrop de token qui a été distribué en novembre 2023 à tous les individus qui avaient placé des atomes en staking sur Cosmos. Et dans la même veine que pour Celestia, de nombreux individus s'attendent à ce que le staking de Peace débloque des airdrops d'autres projets. Alors évidemment, tout ça c'est basé sur de la pure spéculation, mais il s'agit quand même d'une tendance qui se dessine depuis quelques semaines et qui pourrait continuer d'animer l'année 2024. Alors attention, comme d'habitude, petit disclaimer, c'est important à mon sens, ça n'est pas une tendance qui est éternelle et elle finira forcément par s'essouffler. À un moment donné, de nombreux utilisateurs décideront de retirer leur TIA en staking et de les vendre et de passer à la narrative suivante. Et le meilleur moyen de l'anticiper, c'est de surveiller les flux entrants et les flux sortants en staking sur Celestia. Et pour ce faire, avec Cryptos Research, on a détecté un outil qui permet de le faire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre notre plateforme avec le lien dans la description. La quatrième tendance dont je voulais vous parler, elle est autour d'Ethereum. Alors encore une fois, vous allez me dire que je m'embête pas trop, que je prends la deuxième crypto la plus capitalisée du marché, mais j'ai toutes mes raisons de le faire, je vous expliquais, c'est une vraie tendance très intéressante. Je partageais d'ailleurs il y a quelques jours sur mon compte Twitter une analyse de pourquoi il ne faut pas négliger Ethereum en 2024. D'ailleurs, je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains threads que je publie. @lilianlega_ sur Twitter. Le lien est dans la description de toute manière, donc n'hésitez pas. Bref, à mon sens, Ethereum ne doit plus directement être comparé avec les autres blockchains de Layer 1 dont la volonté est d'atteindre un haut niveau de scalabilité, mais simplement à travers leur réseau principal. La narrative d'Ethereum, elle a évolué vers un écosystème nébulaire de Layer 2, dont le développement de certaines est d'ailleurs encore en cours. Bien que les Optimistic Rollup, donc Optimism, Arbitrum, elles soient déjà actives et utilisables à l'heure actuelle, l'attente elle est très forte envers les ZK Rollup que certains estiment plus performantes, plus prometteuses et même plus proches de l'ADN de la décentralisation. Et le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin lui-même, il soutient que l'avenir de son réseau passe nécessairement par ces solutions de seconde couche. Néanmoins, il considère que les coûts de transaction de ces solutions de Layer 2 ne doivent pas dépasser 5 centimes pour être véritablement acceptables. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on en est encore loin. Pourtant, comme vous le savez, Ethereum a récemment connu 2 mises à jour d'une ampleur jamais connue auparavant, The Merge en septembre 2022 et Chapella en avril 2023, qui ont marqué la transition finale du réseau vers le Proof of Stake. Toutefois, ça n'a pas vraiment permis de surmonter les principaux problèmes d'Ethereum, notamment la scalabilité et le fait que le réseau devient rapidement congestionné en cas de forte affluence avec des frais qui, eux, deviennent complètement exorbitants. Et justement, tout ça, ça devrait changer en 2024 avec The Surge, la prochaine mise à jour d'Ethereum. Alors plus particulièrement, cette mise à jour, elle passera entre autres par l'implémentation de l'EIP 4844, qui répond au doux nom de Proto-Dank Sharding. Alors je vous passe les détails, mais retenons tout simplement que ça permettra de réduire drastiquement les frais de transaction sur Ethereum et sur toutes ces Layer 2 pour les rendre beaucoup plus accessibles. Et ça coïncide particulièrement avec le lancement tant attendu de la ZK Season, à savoir le lancement successif de ces tokens des principales solutions de Layer 2 de type ZK Rollup, Linea, Scroll, ZK Sync, Starknet même, et potentiellement sous la forme d'un airdrop à la communauté. En bref, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas enterrer Ethereum trop tôt à cause de ses performances moins intéressantes au cours de l'année 2023, parce que je pense que les mises à jour à venir vont énormément changer les choses. Elles devraient résoudre les problèmes majeurs d'Ethereum et la narrative d'un réseau qui va devenir scalable par le biais de ces Layer 2 prendra tout son sens avec la sortie des ZK Rollup. Allez, on termine cette vidéo avec le restaking, une tendance qui fait énormément de bruit en ce début d'année 2024 et qui d'ailleurs vient renforcer toutes les convictions que je vous ai présentées juste avant quant à l'écosystème Ethereum et vous allez comprendre pourquoi. Alors le restaking, on en a parlé plus en détail dans une autre vidéo qui est sortie très récemment sur Cryptost.
Je vous invite vraiment à aller la consulter, hein. Vous avez le lien qui s'affiche au coin de l'écran. C'est vraiment très important parce qu'on parle d'un sujet qui est vraiment, encore une fois, en tendance. Et d'ailleurs, je vous y présente une stratégie très intéressante pour vous y exposer et essayer même de vous rendre éligible à des potentiels airdrops intéressants. Donc le principe du restaking, il a été introduit pour la première fois par Eigenlayer, un protocole dont le nom risque de circuler de plus en plus dans les prochaines semaines. Concrètement, vous connaissez le principe du staking, j'imagine. C'est un concept qui consiste à verrouiller des crypto-monnaies dans un protocole ou dans une blockchain afin de contribuer à son fonctionnement et à sa sécurisation, tout en étant évidemment récompensé pour cette activité. Eh bien, le restaking, quant à lui, permet de réutiliser les ETH stakés sur le réseau Ethereum pour les placer en staking dans un autre protocole de l'écosystème. Alors à première vue, je peux vous comprendre, ça peut sembler difficile à appréhender, hein, donc on va prendre un exemple concret. Vous placez un ETH dans le protocole Lido Finance afin de participer au staking d'Ethereum. En retour, vous recevez un STETH, qui est un token qui signifie que vous avez bien déposé vos fonds et que vous pouvez utiliser d'ailleurs dans n'importe quel protocole de finance décentralisé. Petite parenthèse, mais c'est ce qu'on appelle le liquid staking, hein, c'est une manière de rendre liquide les actifs qui sont verrouillés sur le réseau Ethereum. Bref, et bien à partir de là, vous pouvez déposer vos STETH, enfin votre STETH dans Eigenlayer afin qu'il soit utilisé pour sécuriser et pour faire fonctionner d'autres protocoles de l'écosystème Ethereum. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien, il faut comprendre qu'Ethereum, c'est un réseau dont la sécurité et la décentralisation sont issus de la grande quantité de validateurs qu'il y a en activité, donc de stakers. À l'heure actuelle, il y a environ 19 millions d'ETH qui sont placés en staking, ça fait 50 milliards de dollars. Sauf que tous les protocoles d'infrastructure d'Ethereum, donc de son écosystème, nécessitent aussi d'avoir des validateurs pour assurer leur fonctionnement et pour assurer leur sécurité. On parle des oracles, des bridges ou encore des layers 2 qui composent tout cet écosystème, mais ils en ont besoin. Mais comme je le disais tout à l'heure, Ethereum capture la majorité de l'activité de staking et ces protocoles peinent à trouver un nombre assez important d'individus qui sont prêts à aller déposer des actifs en staking chez eux. C'est la raison pour laquelle Eigenlayer propose de réutiliser des ETH qui sont déjà stakés pour aller les placer dans ces protocoles. Alors l'intérêt, il est déjà palpable avec de nombreux protocoles de liquid restaking qui émergent et qui proposent de rediriger leur liquid staking token, le STETH pour Lido par exemple, vers Eigenlayer. Et cette tendance est évidemment, comme souvent, renforcée par des rumeurs d'airdrop pour les utilisateurs d'Eigenlayer bien entendu, mais aussi pour les utilisateurs des protocoles de liquid restaking. Et tout ça, on l'aborde dans la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, donc allez vraiment la regarder. Alors par contre, il y a aussi beaucoup d'incertitudes autour d'Eigenlayer et du restaking, et elles sont vraiment très importantes, parce que comme vous l'avez compris peut-être par vous-même, on parle de réutiliser des ETH stakés dans Ethereum pour aller les restaker ailleurs. Ça ressemble quand même à un empilement de dominos qui pourrait s'effondrer à tout moment si l'un d'entre eux venait à tomber. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais si vous voulez creuser ce sujet sur les risques d'Eigenlayer, j'ai proposé une analyse très poussée sur mon compte Twitter, un très long thread à ce sujet, donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil. Encore une fois, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à le faire et dites-moi en commentaire de ce thread votre avis sur le sujet. Bref, voilà, en conclusion, vous l'avez compris, et vous le savez de toute manière, si vous vous intéressez aux cryptos, les fondamentaux se renforcent au fil des semaines et des narratifs plus ou moins intéressantes se dessinent et pourraient animer l'année 2024. Je vous ai partagé 5 des tendances qui me semblent être les plus intéressantes, même si évidemment il y en a d'autres, comme la tokenisation d'actifs réels par exemple, j'en ai pas parlé. Il y a également l'interopérabilité entre blockchains, l'intelligence artificielle, le gaming, la GameFi, les mêmes coins même, mais évidemment il fallait que je fasse un choix pour cette vidéo. Je précise encore une fois que les avis exposés dans cette vidéo sont évidemment donnés à titre indicatif et informatif et ne constituent surtout pas un conseil pour orienter vos stratégies d'investissement en crypto. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le nous en commentaire et dites-nous surtout la tendance qui vous intéresse le plus et on en fera une vidéo plus poussée sur Cryptost. Merci à vous de nous soutenir et à très vite pour une prochaine vidéo.